Salut à toutes et à toutes. Les décisions prises aujourd'hui façonneront le monde demain. Crise, enjeux économiques, diplomatie et sécurité. L'actualité s'accélère. Bienvenue dans le grand journal de Swag Radio. Je suis Erlich Dorilas, depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio, on air avec du style. Passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio, partout avec vous, chez vous, tous les jours. Swag Radio, on air avec du style. C'est le son qui swag, le son de Swag Radio. C'est plutôt jeudi 26 février 2026. Quatrième sortie de ce grand journal pour cette semaine. N'oubliez pas, pour estimer les formations d'affaires de P-News, info sans cassure, info à la vitesse de la lumière, sur WhatsApp et sur Facebook. Tout de suite, voici les infos. 4 personnes tuées, 6 blessés après un échange de tirs entre gardes-côtes cubains et bateaux immatriculés en Floride. La Havane dénonce une tentative d'infiltration à des fins terroristes par des Cubains résidant aux États-Unis. Le récit est signé TV5 Monde dans ce grand journal. La présentatrice de la télévision d'État cubaine lit un communiqué du ministère de l'Intérieur. Un bateau rapide en infraction, immatriculé en Floride aux États-Unis, a été détecté dans les eaux territoriales cubaines. Des coups de feu ont été tirés depuis le bateau rapide en cause contre le personnel cubain, blessant le commandant du navire cubain. À la suite de l'affrontement, à la clôture du présent rapport, du côté étranger, 4 assaillants ont été abattus et 6 blessés. La vedette rapide a été détectée au large de la côte nord de l'île mercredi, à environ 200 km à l'est de la Havane. 10 personnes étaient à bord, affirment les autorités. Cuba dénonce une tentative d'infiltration d'un groupe armé à des fins terroristes. Les détails tombent au fil des heures. Des fusils d'assaut, des armes de poing, des cocktails Molotov, des gilets pare-balles, des lunettes télescopiques et des uniformes de camouflage ont été saisis. Tous les participants sont des Cubains résidant aux États-Unis. La plupart d'entre eux ont des antécédents connus d'activités criminelles et violentes. Les 6 membres du groupe armé blessés sont hospitalisés ici. Le ministère de l'Intérieur a publié leurs noms. Parmi eux, 2 étaient recherchés pour suspicion de planification d'actes terroristes. Un Cubain chargé de la réception du commando aurait été arrêté et aurait avoué. Le procureur général de Floride a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire, assurant que le gouvernement cubain n'est pas digne de confiance. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, d'origine cubaine, s'est exprimé dans la foulée. Nous allons vérifier cela de manière indépendante. Nous serons prêts à réagir en conséquence. Les relations entre Cuba et les États-Unis connaissent un regain de tension depuis l'enlèvement du président vénézuélien, Nicolás Maduro, par les forces américaines début janvier. Nous resterons toujours à Cuba dans ce grand journal. Cuba a dénoncé une tentative d'infiltration à des fins terroristes. Après avoir abattu mercredi aux abords de l'île 4 occupants d'une vedette immatriculée en Floride et transportant selon la Havane des Cubains résidant aux États-Unis. Les précisions de Laurence Cuvillier, correspondante de France 24 au Mexique, dans ce grand journal. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur cubain, la vedette circulait donc à peu près 1 mile nautique de la côte nord de Cuba, c'est-à-dire environ 1,8 km, avec 10 personnes à son bord, 10 personnes qui étaient équipées de fusils d'assaut, d'armes de poing, de cocktails Molotov, de gilets pare-balles, etc. et qui avaient manifestement l'intention de commettre des activités terroristes en sol cubain, d'après, toujours selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, d'après les propres aveux des 6 personnes qui ont été blessées et qui ont donc pu fournir des déclarations préliminaires. Le gouvernement cubain affirme aussi avoir arrêté une personne de nationalité cubaine qui aurait été envoyée depuis les États-Unis sur l'île pour recevoir les 10 personnes de l'embarcation et procéder donc aux activités terroristes. C'est ce que l'on sait pour l'instant, mais le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que les États-Unis allaient procéder à leur
à leurs propres recherches pour rassembler des informations sur ces personnes qui étaient à bord de la vedette pour déterminer notamment s'ils avaient aussi la citoyenneté américaine. Laurent, ce n'est pas la première fois qu'il y a des incidents de ce type, notamment avec ces navires qui s'approchent de Cuba, mais c'est la première fois qu'il y a des morts en 30 ans. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on vient de commémorer cet incident de Brothers to the Rescue, cette organisation humanitaire qui avait survolé l'espace aérien cubain en 1996 et dont 2 avions avaient été abattus par les autorités cubaines, faisant 4 morts. C'était le dernier incident mortel sur le territoire de l'île ou au large de l'île. Effectivement, ce genre d'incident, des vedettes interceptées au large de l'île, ce ne sont pas des faits rares, mais ils ne sont d'habitude pas mortels. Il n'y a pas d'échange de tirs. Néanmoins, le gouvernement cubain signale toujours ces incidents, les qualifie de provocation avant de passer à autre chose. Ce qu'on sait aussi, c'est que la Floride est la base de plusieurs associations cubaines qui souhaitent très activement et très ouvertement la chute du régime castriste. Et on sait aussi que plusieurs de ces associations tentent de coopter de jeunes Cubains sur l'île pour les aider dans leurs activités, notamment de sabotage ou de promotion de la chute du régime castriste. Le Trésor américain autorise la revente de pétrole vénézuélien au secteur privé cubain, selon les directives publiées sur le site web du ministère. Les transactions potentielles doivent soutenir le peuple cubain via le secteur privé. Le reportage est signé Euronews dans ce grand journal. Le département du Trésor américain a déclaré mercredi qu'il n'interdisait pas totalement de revendre du pétrole d'origine vénézuélienne à Cuba. Les entreprises peuvent demander des licences pour revendre ce pétrole au secteur privé cubain. Les directives du Trésor américain précisent que les transactions potentielles doivent soutenir le peuple cubain, y compris le secteur privé. Les transactions impliquant ou bénéficiant à l'armée cubaine ou à d'autres institutions gouvernementales ne seraient pas couvertes. Depuis plus de 25 ans, le Venezuela a été le principal fournisseur de pétrole brut et de carburant à son allié politique Cuba grâce à un pacte bilatéral basé principalement sur le troc de produits et de services. Depuis que Washington a pris le contrôle des exportations pétrolières du Venezuela en janvier, à la suite de la capture du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, un blocus énergétique de l'île a été mis en place. L'arrêt des livraisons a intensifié la crise énergétique dont souffre l'économie cubaine. Les coupures d'électricité sont fréquentes et le carburant manque pour les voitures comme pour les avions. Nous irons aux États-Unis. Plus de 1000 entreprises ont intenté des poursuites judiciaires contre l'administration Trump pour demander le remboursement des droits de douane qu'elles ont payés. Ces actions en justice font suite à la décision rendue vendredi par la Cour suprême des États-Unis qui a jugé inconstitutionnels les droits de douane imposés par le président Donald Trump en vertu d'une loi sur les pouvoirs d'urgence. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. La Cour suprême des États-Unis a infligé à Donald Trump une défaite historique concernant ses droits de douane et la communauté des affaires réclame un remboursement. FedEx est l'entreprise la plus récente en date à rejoindre le groupe d'1 millier d'entreprises qui exigent que l'administration Trump les rembourse. Certaines avaient déjà engagé des poursuites judiciaires après que le président Trump a imposé, il y a près d'1 an, des droits de douane variables à des partenaires commerciaux qui ont rapporté plus de 133 milliards de dollars. La Cour suprême a jugé la semaine dernière que le président avait agi illégalement. Beaucoup ont soutenu son discours sur l'état de l'Union prononcé mardi soir devant le Congrès. J'ai utilisé ces droits de douane, j'ai encaissé des centaines de milliards de dollars pour conclure de très bons accords pour notre pays. Cependant, même certains législateurs républicains favorables à Trump, bien qu'ils soient minoritaires, s'opposent aux droits de douane. Alors que ces législateurs se préparent pour les élections législatives de novembre, certaines études suggèrent que les droits de douane ont des effets négatifs sur les entreprises et les consommateurs qui souffrent déjà d'une inflation persistante. Donald Trump ne s'est pas laissé décourager et a immédiatement annoncé de nouveaux droits de douane généraux de 15% après la décision de la Cour suprême. Cependant, il a besoin de l'approbation du Congrès pour prolonger cette mesure au-delà de 150 jours. Il a insisté sur le fait qu'il pouvait contourner le Congrès.
L'intervention du Congrès ne sera pas nécessaire. Cela a déjà fait ses preuves et a été éprouvé. Et avec le temps, je pense que les droits de douane payés par les pays étrangers remplaceront, comme par le passé, une grande partie du système actuel d'impôt sur le revenu. Alors que les batailles juridiques commencent aux États-Unis, les droits de douane de M. Trump continuent de se répercuter dans le monde entier. Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin a annoncé mercredi qu'il allait supprimer jusqu'à 20% de ses effectifs, en partie en raison de la chute des ventes et de la faiblesse de la demande après l'instauration des droits de douane américains. Nous irons au Mexique. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, se fait rassurante après l'opération militaire qui a mené à la mort d'un chef de cartel et déclenché une vague de violence dans le pays. Pressée par Washington pour qu'elle agisse contre le narcotrafic, elle se défend d'avoir eu recours à l'aide des Américains. Si le calme est de retour, les risques de représailles des narcotrafiquants sont toujours présents. Elle était avec Jean-Michel Leprince de Radio-Canada dans ce grand journal. Le calme est revenu, assure la présidente du Mexique, dans toute la République et en particulier à Guadalajara et Puerto Vallarta, où on finit de procéder au nettoyage des quelques 650 carcasses de véhicules brûlés. L'assaut contre El Mencho et ses troupes du cartel de Jalisco Nouvelle Génération a été brutal. Des voisins du Tapalpa Country Club, au centre de l'État de Jalisco, ont enregistré la fusillade. Armes de gros calibre, mitrailleuses, 3 hélicoptères et un avion, les combats tôt ce dimanche matin ont été féroces et ils ont laissé une 60aine de morts, dont 25 membres de la garde nationale, mais aucune victime civile. En même temps, elle se rend compte que l'approche de López Obrador, qui prenait justement la d'être moins dur avec les cartels, n'était pas très populaire parmi certains secteurs de la population au Mexique. Et on a un président Donald Trump qui, de manière très explicite, dit moi, je serais prêt à envoyer des forces spéciales états-uniennes pour mener des opérations contre les chefs de cartel. Les militaires mexicains occupent les territoires de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qui en peu de temps est devenu le plus puissant du Mexique. Avec une armée estimée à 10 000 hommes, le cartel trafique cocaïne, méthamphétamine et de plus en plus de fentanyl. Une organisation de franchise œuvrant dans toutes les activités illicites possibles. Le cartel est décapité, mais après... S'il n'y a pas un successeur clair, en fait, ce qu'on pourrait observer, c'est une situation comme celle qui se produit actuellement au Sinaloa, où on voit des factions qui auparavant étaient alliées, qui deviennent des factions rivales et qui commencent à se faire la guerre pour le contrôle du territoire, des routes de transport de drogue, du contrôle de l'extorsion, de la traite de personnes, du trafic d'armes. Et en fait, ça viendrait à augmenter encore plus la violence dans les territoires où le cartel Jalisco opère. Dans tous les cas, avec plus ou moins de violence, le marché, les consommateurs, eux, sont toujours là. Les affaires vont continuer comme d'habitude. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio. Si vous venez de nous rejoindre, Swag Radio, c'est l'énergie, le flow et l'attitude en air avec du style. Alexa Open Swag Radio, 24 heures sur 24 avec vous, Swag Radio. Le son qui swag. P-News, info à la vitesse de la lumière. Info sans cassure, sans bavure. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Allez à Brothers Café Créole, le place to be pour la bonne cuisine haïtienne. Au 299 Main Street, Everett. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne est sans limite là-bas. Le maire André Salomon en Haïti a tiré la sonnette d'alarme cette semaine face à la baisse alarmante des recettes municipales
et à la détérioration croissante des conditions de vie des citoyens. Lors d'une intervention publique, l'édile a dressé un tableau préoccupant de la situation économique et sociale qui affecte sa commune. Le récit est signé Radio-Télé Métropole dans ce grand journal. La ville de Port-au-Prince n'est plus que l'ombre d'elle-même et ce n'est pas nouveau. Les gangs y ont ravagé des quartiers entiers, mettant toutes les infrastructures à sac. Il y a peu, les forces de l'ordre ont réussi à libérer quelques parcelles de territoire. Mais la commune reste meurtrie et elle aura du mal à renaître sans la prise de conscience collective que prône le maire intérimaire, Yves-André Salomon. Il est question d'une conscience nationale. Depuis que il y a des consciences nationales, problème de sécurité n'est pas pour nous résoudre. Parce que nous trouvons nous l'on cas fou journée aujourd'hui là. Nous pas qu'à accès pour nous dire c'est Jacques, c'est Pierre. Nous revenons cas fou, faut dire c'est fort nous tout qui permettent commune trouver la situation qui est lieu journée aujourd'hui. Le problème est en partie dû à une crise sociale, assure le maire. Il enjoint la population de sa commune à faire preuve d'une meilleure cohésion face à l'adversité. En ce qui a trait aux problèmes structurels dont la dégradation de l'urbanisation et la détérioration de la crise sécuritaire, Yves-André Salomon dit avoir plusieurs projets en vue, dont un plan de redressement humanitaire. Son but est sur le long terme, assure le magistrat. Dès le premier jour que moi-même, moi prends charge comme président commission communale de Port-au-Prince, moi suis entré en parler avec des secteurs pour me faire former des groupes WhatsApp pour nous poser problème ensemble. Parce que ce n'est pas moi qui viens avec une baguette magique qui dit que nous allons porter des solutions le plus rapide que possible. C'est ça que fait nous le devoir, nous venons avec un plan d'action municipal et de redressement humanitaire durable. C'est-à-dire que ça n'a privé toute couche sociale pour nous toucher. Si ces derniers jours, la plupart des municipalités délogent les commerçants des trottoirs, le maire André Salomon ne se montre pas pressé d'entamer un tel chantier. Dans un contexte où les petits commerçants ont fait l'objet d'une persécution systématique de la part des gangs. Ce travail de proximité à la fin faire le plus rapide que possible pour nous connaître qui côté qui gagne urgence. Parce que sans qu'on nous comme urgence là, ou qu'à présenter Fatra comme un plus gros problème, et pourtant qu'il y a un problème qui est 4 fois plus important que Fatra. La question de trottoir, que où est toute notre mairie à prendre des dispositions, les gens qui sont sur le trottoir ne pas venir pour compte. Ce n'est pas comme ça, vous levé un bonjour matin ou venir. C'est une situation qui produit, qui fait une aujourd'hui, espace là qui a occupé le niveau ça. Eh bien, nous faisons pour nous chita avec eux, nous faisons pour nous dialoguer avec eux, pour nous faire un travail de proximité, pour nous dire que la situation que nous avons aujourd'hui, elle pas être comme ça, son problème de sécurité, camion entre sous yo, machine crasée chaque jour, motocyclette frappée chaque jour, yo fin frappé au demain si vous tourner. À ce jour, la plupart des quartiers du bas de la ville demeurent inaccessibles. Avec les récentes opérations des forces de l'ordre, la commune continue d'être le théâtre de rudes affrontements. Le maire intérimaire dit vouloir faire flèche de tout bois pour adresser les défis au moyen de programmes technologiques et d'un travail préalable de proximité qui vise à dégager une conscience collective en vue d'aboutir à des réponses concrètes et durables. La ville de Port-au-Prince n'est... Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Tragédie, toujours en Haïti, dans la communauté. En Haïti, une mère a poignardé son fils avec l'arme blanche. Écoutons les détails dans ce grand journal. Faut que tu parles plus fort. Dis-nous ça qui passe exactement. On va parler de qui messieurs. Comment nous le relais? Ok, on avance. Et puis, il y a un petit business, un petit paiement, un petit coquillon. Et puis, madame mettait ce business en dehors de ma banque. Et puis, il paraît qu'il commence à jouer. Là, jouer, il dit comme ça que moi, je dis c'est seulement pour nettoyer d'accord en parlant de il dit comme ça, ou des gyms sur eux, on dirait d'accord, c'est pour balayer d'accord pour tout. Il dit c'est moi, tu vois, c'est l'autre bon. C'est pour que ça finisse pas rapide, ça dépend de la même. Pour que ça tout bagaille ça. Et puis, il dit comme ça.
Même mon Clorox, c'est moi qui ai nettoyé les toilettes, c'est moi qui ai nettoyé tout, pour que on bazar. On dit comme ça, et peut-être ça, tout le monde dit comme ça, même mon petit monde, mon petit monde qui était niché pour l'huile pinaise, pour servir la tête. Puis, comme ça, petit là, c'est pendant pinaise, plus c'est pendant l'huile pinaise, c'est pour le mourir encore. On dit, ça fait c'est peut-être nettoyer là, pour que tout raille ça me dit. En tout cas, aujourd'hui, même ça, même, je ne peux pas remettre parce que c'est pas au fait pour moi, ma donne madame Fancy à venir, ma remettre la remettre même. Et puis, madame, on pistache, on continue de pistache, il met des commandes, il dit bêtises, on est en bas de mon paquet bien pour me pas occuper pas de pistache là me fin de pistache chaudière te bon côté me get mon petit me pas petit mon bouder na pistache na chaudière mal mettre l'autre bon dans tourner me pendant ma petite sortie chaudière là mais c'est ramasser me commencer bon elle commence pour me tirer me toute tête moi les au fin séparer ensemble avec pas ouais côté pour me faire parce que il bon dans tête moi et puis kounya mon a dit, non, quittez ça, lui, retournez, lui, foncer dans le encore, ça fait une deuxième fois, il commence à battre ensemble avec moi. Là, c'est que dans le niveau, dès qu'elle se met au potel, parce que maman était dans l'établissement, même il était en bas. Et puis, il a dit, ça, allez, le côté était à part. Parlons du dossier de Jeffrey Epstein. Des démocrates dénoncent le fait qu'une série de documents contenant des allégations d'agression sexuelle visant le président américain Donald Trump en lien avec l'affaire Epstein n'aurait pas été rendu public par le département de la justice. Écoutons les détails avec nos confrères de TVA Nouvelles dans ce grand journal. Jeffrey Epstein, ce dossier-là continue de faire beaucoup de bruit. Là, je lisais, si on aurait caché des documents sur Donald Trump, c'est une des rumeurs qui circulent. On a des photos aussi. Non, c'est pas une rumeur, parce que dans les documents, dans les 3 millions de documents, il y a effectivement un compte-rendu d'un témoignage, on ne sait pas de qui apparemment n'a pas suffisamment intéressé la police parce que c'était peut-être pas sustenté. J'aurais pu envoyer aussi une dénonciation. C'est pas parce que je le dis que nécessairement j'ai raison, parce que cette personne a été rencontrée. Mais les grands journaux l'ont dit. Des trucs qui étaient très inquiétants, salaces. On parle d'une jeune fille à ce moment-là qui aurait dit avoir été violée par Donald Trump de manière, alors est-ce que c'est nécessaire de le dire, mais brutale. La police n'est pas allée plus loin, peut-être parce que le témoignage ne tient pas la route. Le problème, c'est qu'il y a des informations liées à ce témoignage qui sont encore caviardées. Pourquoi? Et donc, à ce jour, les grands médias, le New York Times, le Washington Post, avaient tous vu ça très, très tôt. On dit, est-ce que c'est parce que c'est écrit que pour autant ça ressemble à quelque chose qui fasse de l'ombre au président? Ça revient, le hanter encore une fois, ce qu'on demande surtout, parce qu'il y a une démocrate qui est allée dans cette petite pièce où on peut avoir accès à de l'information non caviardée. Elle dit, c'est sérieux, il faut investiguer davantage. Elle dit surtout, et c'est pas la seule, on n'a pas toutes les pièces, malgré ce que la justice américaine dit. Donc, est-ce que la justice couvre le président? Si c'était le cas, c'est un crime grave et ça sera certainement au menu des démocrates pour les prochaines semaines parce que c'est payant. Cette affaire Epstein ne finit pas de donner des dividendes à tous ceux qui s'opposent aux gens qui étaient impliqués dans l'affaire. Puis on disait que ça touche beaucoup en Europe. En Europe, on a vu un des appartements, d'ailleurs, de M. Epstein où il y avait une pièce où c'était comme on accueillait les invités de marque, mais après ça, il y a une autre pièce. Là, on voit des photos sur les murs de jeunes femmes accrochées ici et là, vraiment de peut-être de mauvais goût, selon certains, peu importe, mais c'est des images... Vraiment, je veux dire, vous les voyez, là, sont censurés actuellement. On parle de Bill Gates aussi, Stéphane, là, qui lui admet, j'ai eu des relations extra-conjugales avec 2 Russes. Et j'ai été peut-être conseillé par M. Epstein sur la meilleure manière de naviguer les eaux traîtresses de ce genre de comportements qui ne sont pas optimales quand tu es marié. Ceci étant dit, c'est pas illégal de tromper sa femme plus que c'est illégal de tromper son mari. De ce point de vue-là, il peut faire ce qu'il veut. Alors, c'est pas moralement idéal, surtout quand, sur la place publique, comme Bill Gates, tu donnes souvent ton avis et que tu es considéré comme Saint Bill. Alors, est-ce que Saint Bill était aussi saint qu'on le pensait? En tout cas, il s'intéressait certainement à d'autres saints que ceux de sa femme. Je m'excuse de ce violent jeu de mots. Mais c'est évident que pour M. Gates, c'est embarrassant.
Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne participait pas à une monstrueuse conférence sur l'intelligence artificielle en Inde, parce qu'il est à gérer cette image qui est aujourd'hui esquintée. Et ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est des images qui étaient diffusées chez les amis de BFM à Paris, qui ont trouvé ce lot de photos qui donne une idée de la décoration chez M. Epstein. Alors, c'est au 22 de l'avenue Foch, qui est la grande rue bourgeoise où habitent les plus riches d'entre les millionnaires et milliardaires. Beaucoup de maisons d'hôtels particuliers qui sont d'ailleurs jamais occupées. Ce sont des cheikhs du pétrole et d'autres qui y habitent. Et il avait, lui, un petit appartement de 800 mètres carrés, donc plus ou moins 8-9 000 pieds carrés. Donc, avec une section à Paris. Exact. Sur l'avenue Foch, tu peux imaginer, c'est 25 000 € le mètre. Ça a été acheté au début des années 2000 pour une bouchée de pain. Donc, il était là chez lui. C'était son seul point de pivot en dehors des États-Unis. Okay. Ça dit quelque chose. Laissons l'affaire Epstein. Parlons de la publication des mémoires du gouverneur démocrate Gavin Newsom, une de ses stratégies pour 2028. La chronique sur BFM TV, c'est Annalisa Capellini a fait un vrai zooming sur la mémoire du gouverneur de Californie. Écoutons les détails dans ce grand journal. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom vient de publier ses mémoires. Il se lance pour 2028 officiellement ou pas? Alors lui, il dit qu'il n'a pas encore décidé, c'est sa version des faits. Mais c'est vrai que selon les experts, publier une autobiographie, ça fait partie un peu des signaux faibles qui nous disent qu'il est réfléchi. Signaux forts, oui. Qui nous disent qu'il est réfléchi très sérieusement, puisque ça donne la vision, le projet d'un candidat. Puis c'est un peu le moment d'y aller, parce que d'autres candidats viennent de publier leur mémoire. C'est le cas de Josh Shapiro. Et d'autres s'apprêtent à le faire d'ici la fin de l'année. Le livre s'appelle Young Man in a Hurry, donc un jeune homme pressé. Pour l'instant, ça semble intéresser les Américains puisque c'était en tête des ventes juste après sa publication. Ah oui, alors ça parle de quoi exactement? Alors c'est évidemment une manière de se placer comme candidat, de servir sa narration. Il y a plein de petites anecdotes qui sont très savamment racontées. Par exemple, il raconte que au lycée, ses camarades de classe l'appelaient El Presidente, c'était son surnom. Donc c'est à cette époque-là qu'il a commencé à mettre du gel dans les cheveux, bah oui, à construire son style qui le rend parfaitement identifiable maintenant aujourd'hui avec les cheveux gominés. Et en réalité, il décrit aussi une enfance assez difficile dans un milieu pas aisé. Il dit que sa maman cumulait 3 emplois pour arriver à la fin du mois. Il est dyslexique, donc il raconte pas mal de son combat, de sa difficulté. En gros, le message, c'est lui, il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, il s'est fait tout seul. L'objectif, c'est quand même de l'installer comme l'anti-Trump. Bien sûr. D'ailleurs, il parle très peu de Donald Trump dans le livre. Il n'y a que quelques pages, alors qu'évidemment, à chaque fois qu'il prend la parole publiquement, il attaque Donald Trump. Et ça fait partie de sa stratégie. Parmi les phrases qu'il a dit ces derniers jours dans un podcast, il a dit « Je tends un miroir au président Trump, je combats le feu par le feu et I'm punching a bully back in the mouth ». Donc en gros, je mets une baffe à Donald Trump comme c'est un tyran, je lui rend ça pareil, quoi. Et vous voyez que Newsom est vraiment la seule personnalité qui se rapproche aujourd'hui d'un chef d'opposition. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il reprend les codes de Donald Trump. Et sur les réseaux sociaux, on connaît ses messages avec un ton très impertinent, un peu polémique. Et du point de vue purement politique, par exemple, quand il décide de redessiner la carte électorale de la Californie pour contrer les républicains qui, eux, avaient fait la même chose dans d'autres États. Ça a toujours été sa théorie. Il tape Donald Trump, il faut répondre en tapant. C'est ce qu'il disait quand il était là à Davos toute la semaine. Bon, aller à Davos, écrire un livre, même à succès, ça fait pas de vous un président. Non, surtout qu'il divise beaucoup, même au sein de son parti. Pourquoi? Parce qu'il parle à la droite aussi. Dans son podcast, il discute avec des figures de la droite considérées comme infréquentables, comme Steve Bannon, par exemple. Il est assez critique vis-à-vis de l'aile gauche. Et puis, il divise les Américains aussi. Il y a seulement 44% des Californiens qui approuvent son travail en tant que gouverneur. Certes, c'est un peu plus que Donald Trump. Lui, il est à 42% de taux d'approbation. C'est le président le plus impopulaire depuis Nixon. Mais est-ce que c'est suffisant de faire légèrement mieux que le dernier de la classe? Pas sûr. Et puis attention, parce que même s'il décide de se lancer, avant d'arriver à la présidentielle, il va devoir passer par la primaire. Et là, il aura à faire face à 2 poids lourds, Alexandria Ocasio-Cortez et Kamala Harris. Merci beaucoup, Annalisa Capellini. Nous irons au Soudan dans ce grand journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU sanctionne 4 responsables des FSR. Parmi les personnes visées figure Abdel Rahim Hamdan Daglo, chef adjoint des FSR et frère du commandant du groupe Mohamed Hamdan Daglo. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté de nouvelles sanctions visant 4 responsables des forces de soutien rapide. Les mesures comprennent des interdictions de voyager ainsi que des gels d'avoirs. Parmi les personnes visées figurent Abdel Rahim Hamdan Daglo, chef adjoint des FSR et frère du commandant Mohamed Hamdan Daglo. Sont également sanctionnés Gedo Hamdan Ahmed, commandant des FSR au Darfour Nord, ainsi que Al-Fateh Abdallah Idriss, général de brigade. L'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis avaient déjà imposé des sanctions à ces paramilitaires pour des violations des droits humains et des crimes commis notamment dans la ville d'El Fasher. Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre du régime instauré par la résolution 1591 du Conseil de sécurité adoptée en 2005 qui prévoit notamment un embargo sur les armes à destination des groupes armés opérant au Darfour. Ce nouveau paquet de sanctions intervient alors que des responsables onusiens et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme réclament que les auteurs d'exactions commises pendant la guerre, en particulier dans la région du Darfour, rendent des comptes. C'est le terminus de ce grand journal pour ce jeudi 26 février 2026. Couleur du temps pour ce jeudi, température maximale 40 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui. Température minimale 18 degrés Fahrenheit. Conditions intervalle nuageux et ensoleillé avec possibilité de zone glaciale. Le matin, risque de verglas surtout dans la journée. Vent léger à modéré. Journée froide d'hiver avec alternance de nuages et d'éclaircies. Température autour de 40 degrés Fahrenheit dans l'après-midi. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas. Depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Boston, Massachusetts, Swag Radio, l'énergie, le flot et l'attitude. Pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière sur PNews, sur WhatsApp et sur Facebook. PNews, votre référence en matière d'infos. The place to be, c'est Blooders Café Créole. La cuisine haïtienne est sans limite et les mets sont délicieux. Blooders Café Créole au 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 617 294 1425. Joyeux mercredi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.